Bonjour, en continuation de l'étude des produits de financement participatif introduits dans la loi bancaire 103.12 au titre 3, intitulé Les banques participatives, on se focalisera à travers cette vidéo à examiner la deuxième catégorie mettant en œuvre principalement les mécanismes du coût plus la marge, c'est-à-dire celles regroupant les produits de financement par dette, à savoir Murabaha, Ijara, Salam et Istisna. Et en guise de commencement, on s'attarde à cerner les principaux contours du Murabaha, étant considéré comme le moyen le plus utilisé dans la sphère de la finance islamique au niveau international et celle participative au niveau interne, en envisageant sa délimitation conceptuelle et le régime juridique qui lui est applicable. Il convient de préciser tout d'abord que le mot murabaha dérive du mot arabe ribh, qui signifie bénéfice. Il renvoie à une vente avec un prix majoré. Sur le plan juridique, comme figurant devant vous, en se référant à l'article 58 de la loi bancaire, celui-ci définit le murabaha comme étant tout contrat par lequel une banque vend à son client un bien meuble ou immeuble qui lui appartient à son coût d'acquisition, augmenté d'une marge bénéficiaire convenue d'avance. Mais cette définition correspond à la forme classique du murabaha que l'on qualifie de murabaha simple, car il s'agit seulement de la revente d'un bien au prix de revient initial majoré d'une marge bénéficiaire déterminée et acceptée d'avance. Mais outre ce mécanisme ordinaire ou classique, la circulaire du gouverneur de Banque Maghrib, numéro 1W17, fixant les caractéristiques techniques des produits de la présente étude, tout en reprenant la définition donnée par l'article 58 de la loi bancaire, a prévu une autre forme de murabaha, qu'elle a appelée murabaha pour le donneur d'ordre d'achat. Cette forme que l'Organisation pour la comptabilité et l'audit des institutions islamiques a qualifiée de murabaha bancaire, car c'est elle qui est appelée à être utilisée par les banques, notamment pour proposer des financements mobiliers ou immobiliers à leurs clients. En ce sens, l'article 11 de la circulaire susmentionnée définit le murabaha pour le donneur d'ordre d'achat comme étant un contrat, en vertu duquel un établissement, pouvant être soit banque participative ou autre établissement de crédit ou même organisme assimilé, autorisé bien sûr, peut acquérir un bien immeuble ou meuble à la demande du client en vue de le lui revendre dans le cadre d'un contrat murabaha. La différence entre les deux formes de murabaha en termes de définition demeure au fait que la forme simple n'est pas assortie d'un ordre d'achat préalable fait par la personne désireuse d'acquérir un bien par le biais du mécanisme murabaha, alors que la forme compliquée, celle appelée pour le donneur d'ordre d'achat, elle est subordonnée à la demande préalable du client. Afin de mieux comprendre le régime juridique applicable au contrat murabaha, il serait utile d'emprunter le cheminement adapté par la circulaire, c'est-à-dire commencer par les règles générales applicables aux deux formes de murabaha, avant d'envisager les règles spécifiques au murabaha pour le donneur d'ordre d'achat. Les règles communes aux deux formes de murabaha concernent essentiellement les éléments constitutifs de murabaha, les conditions de transfert de propriété. Concernant les éléments constitutifs du murabaha, et comme tout contrat, le murabaha est soumis aux règles de droit commun prévues au derrière des obligations et des contrats, aux articles de 2 à 65, en l'occurrence la capacité, le consentement, l'objet et la cause. Mais ce qui nous intéresse dans ce cadre-là, ce sont les règles particulières applicables à ce type de contrat, à savoir l'objet, le prix et la forme. Et commençons par l'objet du contrat murabaha. Il peut être soit un bien immeuble ou meuble.
La banque peut ainsi répondre aux besoins de ses clients en finançant les opérations d'acquisition ou de construction d'un bien immeuble par le biais de Murabaha. Comme elle peut par le même mécanisme procéder au financement d'acquisition de biens meubles corporels comme le matériel d'équipement ou véhicule ou incorporels comme le fonds de commerce ou le brevet d'invention. Mais la circulaire susmentionnée a posé, en vertu de l'article 5, certaines exceptions quant à l'objet meuble de Murabaha. Ainsi, le dit article interdit la conclusion de Murabaha lorsqu'il a pour objet le financement d'acquisition des unités monétaires et assimilées en cas de paiement avec différé, c'est-à-dire un paiement qui est échelonné et ou qui n'est pas effectué au comptant. Cette interdiction s'étend également au cas où l'objet du Murabaha porte sur l'or et l'argent, vendus en contrepartie de métaux de même nature. On en comprend que lorsque l'objet du Murabaha est constitué d'unités monétaires, le contrat est valable. Lorsque le paiement convenu s'opère au comptant. Il en est de même pour les instruments assimilés aux unités monétaires, à savoir les effets de commerce, c'est-à-dire le chèque, la lettre de change et le billet à ordre. Ces moyens peuvent se substituer à la monnaie fiduciaire. Le chèque, conformément à l'article 267 du Code de commerce, est un moyen de paiement, par excellence, qui est payable à vue. Cet instrument peut faire objet du contrat de Murabaha. De même, la lettre de change et le billet à ordre sont réputés des moyens de paiement lorsqu'ils sont payables à vue, conformément aux articles 160, 181, 233, 234 du Code de commerce. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament, c'est-à-dire avec différé de paiement, portant sur des unités monétaires ou assimilées, c'est-à-dire sur la lettre de change ou billet à ordre dont le paiement est à terme, le contrat est réputé nul pour illicéité de l'objet. Le fondement de cette interdiction demeure selon le droit musulman dans le fait que les unités monétaires et assimilées doivent faire l'objet de paiements présents et actuels, étant donné le fait que la fonction de la monnaie c'est qu'elle est un moyen d'investissement et non une marchandise, réputée dans ce cas-là comme constituant de l'usure, c'est-à-dire du riba. Concernant le murabaha dont l'objet n'est que l'or ou l'argent, il ne peut être valable que si le paiement s'effectue par des moyens autres que l'or et l'argent. En ce qui concerne le deuxième élément, à savoir le prix, c'est le deuxième élément constitutif du contrat murabaha. Il comprend le prix d'acquisition qui est constitué du prix d'achat et des frais d'acquisition majorés de la marge bénéficiaire. Il doit être obligatoirement fixé au contrat murabaha, comme il ne peut être modifié postérieurement. Mais il peut être opéré soit au comptant, soit par versement échelonné. Le paiement peut être également remboursé, effectué par anticipation, à l'initiative du client à tout moment et sans indemnité, soit à titre intégral ou partiel. Dans ce cas, la banque dispose de la faculté de renoncer à une partie de la marge bénéficiaire au profit du client si deux conditions sont réunies. La première est que la renonciation ne doit pas être stipulée dans le contrat. La deuxième, c'est que le contrat doit prévoir expressément que la banque n'est pas tenue de renoncer à une partie de la marge bénéficiaire en cas de remboursement anticipé. Bien sûr, concernant les règles de garantie, de défaut de paiement, elles feront l'objet d'études approfondies lors de l'étude du contrat Ijara. Quant à la forme, alors, à titre de rappel, on distingue entre le contrat formel et le contrat consensuel, dont la validité n'est subordonnée que
de la seule rencontre des volontés des parties. Or, le contrat formel est celui que le législateur a exigé pour sa constitution, sa validité, en plus des conditions de fond, une condition formelle, à défaut de laquelle le contrat ne peut être valable. Cette condition peut prendre la forme d'un acte procédural ou forme déterminée comme l'écrit. En ce sens, on comprend de l'article 6 de la circulaire 1W17 disposant que le prix doit être fixé obligatoirement dans le contrat de murabaha, que la fixation du prix doit faire l'objet d'une mention opérée par écrit. Et par conséquent, le contrat de murabaha ne peut être formé valablement en cas de contrat non écrit. L'écrit constitue donc une condition de constitution en premier lieu, et par la suite une condition de preuve. Pour ce qui est des conditions de transfert de propriété, conformément à l'article 4 de la circulaire, deux conditions sont nécessaires pour que la propriété du bien soit transférée au client, à savoir la conclusion du contrat de murabaha et la prise de possession du bien par le client. Concernant la première condition, le transfert de la propriété du bien est subordonné à la conclusion d'un contrat valable, réunissant toutes les conditions du fond et de forme exigées par la loi. Quant à la prise de possession du bien objet de murabaha, il diffère en fonction de la nature juridique du bien. Si le bien est un meuble corporel, la prise de possession s'opère par la remise de la chose par la banque à son client. Si le bien est un bien immeuble ou meuble corporel, la prise de possession s'opère par l'accomplissement de certaines formalités et procédures légales exigées. En effet, pour les biens immeubles, le transfert de la propriété, après la conclusion du murabaha, s'opère par la simple inscription de la vente au titre foncier au nom du client acquéreur. Or, pour les biens meubles incorporels, la prise de possession diffère d'un bien à un autre. Ainsi, pour le fonds de commerce, elle s'opère par une inscription modificative au registre commerce, en vertu de l'article 43 du Code de commerce. En vertu duquel est radié le nom de la banque participative et inscrit le nom du client comme son propriétaire. Pour le brevet d'invention, en vertu de l'article 16 de la loi sur la propriété industrielle, il est inscrit à l'OMPIC, c'est-à-dire l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Concernant les règles spécifiques au murabaha pour le donneur d'ordre d'achat, à partir de la définition donnée par l'article 11 de la circulaire, qui contient un renvoi à l'article 3 de la même circulaire, il en découle que le murabaha pour le donneur d'ordre d'achat est à l'origine un contrat de murabaha, mais qui est subordonné à une demande d'acquisition d'un bien déterminé émanant du client. Une seule condition doit être remplie pour la validité de ce type de contrat compliqué, en plus bien sûr des autres conditions susmentionnées. Il s'agit ainsi de l'obligation pour la banque d'acquérir le bien d'un tiers autre que le client, ou son mandataire, ou la banque elle-même. Ceci dit, la banque ne doit pas, en amont de la présentation de la demande du client, avoir acquis le bien objet de murabaha. De même, la banque ne doit pas, en aval de la demande du client, acquérir le bien du client ou de son représentant. Il convient de préciser en ce sens que le murabaha pour le donneur d'ordre d'achat n'est pas un contrat tripartite, dans la mesure où le vendeur du bien, c'est-à-dire objet de la demande du client, à la banque n'est pas une partie au contrat murabaha, qui est un contrat bipartite passé entre la banque et son client, précédé d'un autre contrat bipartite également, mais cette fois-ci entre la banque et le propriétaire du bien. D'où la qualification de ce contrat comme murabaha complexe.
À défaut de cette condition,